Et dans le grand angle, taper du poing sur la table peut parfois mener en prison lorsqu'on habite en Chine, et plus particulièrement à Hong Kong. 9 militants du mouvement pro-démocratique des parapluies jaunes ont été inculpés en début de semaine pour avoir organisé en 2014 une manifestation en faveur du suffrage universel. Les explications avec Sarah Jamy. Un parapluie jaune, étendard des milliers de militants du mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Tous protestent contre la mise en examen de 9 d'entre eux. Leur tort, avoir pris part aux affrontements avec la police de septembre à octobre 2014. Cette série de poursuites cible ceux qui ont joué un rôle majeur dans le mouvement des parapluies. Évidemment, je serai probablement la prochaine cible, mais je suis prêt pour ça. Cela fait partie de la désobéissance civile. Vous devez faire face aux charges criminelles et vous défendre avec vos valeurs et votre foi. Mais selon des analystes politiques à Hong Kong, ces poursuites devraient dissuader les protestataires de mener des actions radicales contre le nouvel exécutif. Ces décisions judiciaires voient en effet le jour au lendemain d'un appel à l'unité lancé par Carrie Lam. Désignée dimanche comme la nouvelle chef de l'exécutif local par un comité électoral pour l'essentiel acquis à la Chine, l'élection est fortement contestée par le camp démocrate, inquiet du recul des libertés. Malgré les 7 années d'emprisonnement risquées pour troubles à l'ordre public, les militants du mouvement des parapluies ne regrettent en rien leurs actes. Nous ne regrettons pas ce que nous avons fait et le mouvement des parapluies est une belle histoire de Hong Kong. C'est certainement l'une des choses réalisées dont on est le plus fier. Pour rappel, Hong Kong jouit en théorie jusqu'en 2047 de liberté inconnue sur le continent en vertu du principe « un pays, deux systèmes » qui avait présidé à sa rétrocession à la Chine en 1997. Mais 20 ans après, de nombreux habitants ont l'impression que Pékin tourne le dos à ce principe destiné à protéger le mode de vie des habitants d'Hong Kong. Et nous sommes par téléphone avec Alice Ekman. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes chercheuse responsable de la Chine à l'Institut français des relations internationales. On vient de le voir dans ce reportage, 9 militants pro-démocratie du mouvement des parapluies jaunes ont donc été mis en examen. Est-ce que c'est la première fois que des militants pro-démocratie sont inculpés depuis les manifestations de 2014 ? Ce n'est pas la première fois puisque lors des manifestations il y avait eu plusieurs arrestations, mais c'est sûr que aujourd'hui c'est une décision importante qui a été prise peu de temps après l'élection de Carrie Lam, donc qui est la nouvelle chef de l'exécutif de Hong Kong. Donc des interrogations se posent quant au calendrier. En même temps, donc la nouvelle chef de l'exécutif a souligné que la justice était indépendante à Hong Kong. Les premières peines commencent à tomber puisqu'un des activistes a été condamné à 3 mois de prison. Une chose est certaine, c'est que ces décisions vont raviver fortement les tensions présentes au sein de la population hongkongaise, les divisions quant aux positions vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de Pékin. La population hongkongaise est assez divisée. On note également une montée du sentiment indépendantiste à Hong Kong et on note surtout une très forte différence de position politique entre les générations. Mais Alice Ekman, comment vous expliquez, comment se fait-il que ces inculpations aient été prononcées si tardivement ? Alors, certains analystes considèrent que le calendrier est ici politique. Et que la justice aurait attendu la mise en place d'un nouvel exécutif pour prendre cette décision. Aujourd'hui, on a peu d'informations pour vraiment analyser en toute connaissance de cause le calendrier à décision. Mais ces arrestations, est-ce qu'elles sont selon vous symptomatiques d'un manque de démocratie de tout le gouvernement chinois ? Prendre conscience qu'on est ici à Hong Kong, donc comme le reportage le mentionnait, certains Hong Kong considèrent que Hong Kong fait face à l'érosion du modèle un pays le système, c'est-à-dire que Hong Kong est de facto sur le territoire chinois depuis la rétrocession en 97, mais le Pékin avait garanti une gestion
hybride, c'est-à-dire que la spécificité politique, c'est-à-dire le caractère démocratique de Hong Kong serait respecté, alors que le reste du territoire chinois, ce qu'on appelle la Chine continentale, elle n'est pas démocratique. Mais dans ce contexte de contestation, quels vont être les grands défis de Carrie Lam ? Premièrement, raccommoder une population en colère qui est divisée sur la relation avec la Chine, mais elle devra aussi faire face à toute une série d'enjeux économiques et sociaux, et notamment adresser des défis concernant le logement, l'accession au logement pour les Hongkongais qui va se très cher, la question de l'éducation. Donc elle a un agenda très chargé, mêlé d'enjeux politiques et qui sont liés directement à la situation, à la relation entre Hong Kong et Pékin, mais aussi des questions économiques et sociales qui sont assez, on va dire, propres à de nombreuses sociétés qui ne sont pas, on va dire, spécifiquement des questions liées aux tensions entre Hong Kong et Pékin. Merci beaucoup Alice Ekman d'être intervenue sur notre antenne. Et puis, autre fort mouvement de contestation sociale qui a débouché sur des arrestations en Russie. Eh bien, la police a décompté près de 7000 personnes venues manifester contre le Kremlin. Et à l'issue de cette protestation, près d'1 millier de manifestants ont été interpellés. Alors, des accusations massives comme celle-ci, est-ce que c'est courant en Russie, Andrea Benisti? Alors absolument pas, on n'a jamais vu autant d'arrestations comme celle-ci en Russie. Là, il faut savoir que la dernière manifestation en date qui a connu le plus d'arrestations, c'était en mai 2012, lorsque le président Vladimir Poutine a été intronisé. Alors l'idée à l'époque de toutes ces arrestations, c'était d'intimider la population pour éviter que ces mouvements de contestation ne prennent de l'ampleur. Oui, alors qu'est-ce qui a poussé la population à descendre dans la rue justement? Alors il s'agit d'une manifestation non autorisée les plus massives de ces dernières années. Alors des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Moscou près du Kremlin pour manifester contre la corruption. L'élément déclencheur de tout ceci, c'est une vidéo YouTube déjà vue 12 millions de fois qui s'appuie sur un rapport. C'est une enquête vidéo qui met en cause le Premier ministre russe Dmitri Medvedev qui est accusé d'être à la tête d'un vaste empire immobilier financé par les oligarques. Et ce nouveau scandale, ça touche particulièrement les Russes, car il faut savoir que la corruption est tellement enracinée dans la société qu'on la voit presque partout. Quand vous souhaitez entrer dans certaines institutions, passer des examens, il faut payer. Idem lorsque vous travaillez sur des marchés financiers ou alors que vous avez affaire à la police de la route, il faut mettre la main au portefeuille. Alors en Russie, on exprime le ras-le-bol général. Écoutez. Je pense que le pays entier en a marre de la corruption, surtout à une telle échelle, et aussi fatigué des réponses inappropriées des autorités. Medvedev doit démissionner si de telles choses sont révélées. Et cette fameuse enquête de corruption, Andrea Benisti, n'a pas été mise en ligne par n'importe qui. Il s'agit d'Alexei Navalny, celui qui veut défier Vladimir Poutine lors des prochaines élections. Exactement, il veut le défier lors des élections prévues en 2018. Alors en dénonçant ce fameux système de corruption de grande ampleur dans lequel le Premier ministre Dmitri Medvedev serait impliqué, il se place d'ores et déjà en opposant numéro 1 au Kremlin et passe auprès du peuple comme la voix de la vérité, un peuple très conscient de son pouvoir lorsqu'il se mobilise. Écoutez. Je pense que les autorités ont peur de nous, les gens. Ils ont peur du pouvoir que nous pouvons montrer maintenant. Ce sont les gens qui prennent les décisions, c'est la démocratie ici. On choisit qui devrait être au pouvoir. Des arrestations musclées également en Biélorussie où quelques milliers de manifestants ont tenté de se réunir à Minsk pour manifester contre le gouvernement. Résultat, près d'une centaine de manifestants ont été arrêtés. Alors face à ce mouvement de contestation sans précédent, le président du Bélarus a décidé de hausser le ton. Andrea Benisti. Bouclier en main, la police du Bélarus, soigneusement alignée, passe soudainement à l'action contre une foule de manifestants. Ces milliers de personnes sont venues protester à l'occasion du traditionnel jour de la liberté. Après avoir tenté de se réunir sur une des places principales de Minsk, les manifestants essuient une répression féroce. Une dispersion musclée, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées et certains d'entre eux sont même passés à tabac au cours de l'opération. Ces Biélorusses se sont rassemblés pour protester contre une nouvelle taxe pénalisant financièrement les chômeurs.
Un impôt annuel d'environ $200 que devront verser les personnes ayant travaillé moins de 6 mois. Une nouvelle mesure qui exacerbe un peu plus les tensions sociales, situation face à laquelle Alexandre Loukachenko durcit le ton. Le président du Bélarus dirige le pays sans partage depuis maintenant 23 ans. Après s'être montré ouvert au compromis et avoir tenté un rapprochement avec les Occidentaux, le dirigeant rétropédale auprès de la population alors que souffle un vent de contestation sans précédent. La dernière répression semblable a eu lieu en 2010, juste après l'élection présidentielle. Près de 600 personnes auraient été interpellées, mais difficile pour le moment d'en évaluer le nombre précis, dans la mesure où les membres de l'organisation chargés de comptabiliser les manifestants ont eux aussi été arrêtés. Les premières comparutions devant les juges sont prévues pour lundi prochain. Et aux Philippines, Leila de Lima, la principale opposante à la guerre contre la drogue du président Rodrigo Duterte, a été arrêtée vendredi 24 février dernier dans le cadre d'une enquête. Elle est accusée d'avoir orchestré un réseau de trafic de drogue lorsqu'elle était ministre de la Justice sous la précédente administration de Benigno Aquino. Julie Ebo. Oui, Valérie, elle est l'une des plus farouches adversaires du président Rodrigo Duterte. La sénatrice Leila de Lima a balayé les accusations de trafic de drogue à l'origine de son arrestation qui peuvent lui valoir la prison à vie. Elle a promis de continuer malgré tout de s'exprimer et de se battre pour la vérité et la justice contre les meurtres quotidiens et l'oppression du régime Duterte, et a même ajouté que c'était un honneur d'être emprisonnée pour les choses pour lesquelles elle se bat. Lors d'une déclaration faite à la presse, elle clame son innocence dans cette affaire. Écoutez. Comme je l'ai dit depuis le début, je suis innocente. Il n'y a aucune vérité dans les accusations selon lesquelles j'aurais bénéficié du trafic de drogue, que j'aurais reçu de l'argent et que j'aurais protégé des trafiquants emprisonnés. Quel courage est cette arrestation de Leila de Lima. C'est une tentative très claire du gouvernement philippin de faire taire les critiques envers le président Duterte. Julie, non? Oui, Valérie, effectivement, cette arrestation est le point d'orgue d'un vieux contentieux entre le président Duterte et Leila de Lima. Lorsqu'elle était à la tête de la Commission des droits de l'homme, elle avait en 2009 ouvert une enquête sur les agissements de Duterte à Davao, la grande métropole du Sud, dont il a longtemps été le maire. Elle le soupçonnait alors d'y avoir orchestré ou toléré des escadrons de la mort qui ont visé des criminels présumés et des enfants des rues, tuant plus de 1000 personnes. Par hasard ou non, eh bien, juste après cette attaque, le président avait évoqué des accusations de trafic de drogue contre la sénatrice et avait même déclaré qu'il la détruirait publiquement. Leila de Lima, lors d'une conférence de presse, a quant à elle qualifié Rodrigo Duterte de tueur en série psychopathe. Oui, écoutez. Avec le témoignage de Arthur Lascana, il n'y a aucun doute que notre président est un tueur, et un tueur en série sociopathe. Oui, depuis son entrée en fonction en fin juin, la police a annoncé avoir tué 2555 suspects, tandis qu'environ 4000 autres personnes ont été abattues dans les circonstances non élucidées. Amnesty International a jugé que les agissements de la police pourraient être assimilables à un crime contre l'humanité, mais la popularité du président Duterte reste au plus haut aux Philippines. Nombreux sont ceux qui le voient comme l'homme à poigne qu'il leur faut pour combattre la drogue et la corruption. Merci Julie. Et puis petite poussée de fièvre au Venezuela. Ils n'étaient pas plus de 200 manifestants dans les rues de Caracas pour exiger la libération de prisonniers politiques, parmi lesquels Leopoldo López, l'une des principales figures de l'opposition du pouvoir du président Nicolás Maduro. Julie Ebo. Perché sur une estrade, agitant le drapeau jaune, bleu et rouge du Venezuela et une pancarte où l'on pouvait lire « Non à la dictature », Liliane Tintori, épouse de l'opposant vénézuélien Leopoldo López, appelle à une mobilisation dans tout le pays. Porte-parole et militante, elle voyage autour du monde pour dénoncer la dictature que subit le Venezuela et a récemment rencontré Donald Trump pour demander son soutien. Cette activiste ne lâche rien et lutte chaque jour pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques, dont son époux emprisonné depuis 3 ans. Aujourd'hui, le continent, toute la région, reconnaît que le Venezuela est une dictature et regarde notre pays avec inquiétude parce qu'il n'y a pas de date d'élection, parce qu'il y a toujours des prisonniers politiques derrière des barreaux. Les manifestants demandent la libération de Léopold et des autres.
Plus que jamais, Liliane Tintori veut faire tomber ce régime et tente de réunir les manifestants à Caracas au cri de liberté et résistance. Si pour la militante c'est un combat de tous les instants, il n'était que quelques centaines à descendre dans la rue. Seuls les plus désespérés et surtout les plus courageux étaient présents lors de ce rassemblement pour ordonner la destitution du président Nicolás Maduro. Le pays n'offre plus rien, la faim, la santé, la sécurité, tout. Le pays n'en peut plus. Ce peuple ne peut plus rester inerte. Nous devons aller dans la rue. Nous devons sortir. Nous devons demander aux militaires de nous soutenir. Nous devons sortir cet homme qui ne nous sert plus à rien. Alors que le pays est plongé dans une profonde crise économique et que la contestation populaire dure depuis des mois, les Vénézuéliens semblent avoir peur de faire entendre leur voix. Pourtant, selon les derniers sondages, 80% d'entre eux désapprouvent la politique du président Maduro.